Tous les soirs, nous sommes présents pour votre rendez-vous, le Grand Talk. On espère que vous allez bien, vous allez très très bien parce que chez nous ça va. Tous les soirs ça va. Heureusement, alhamdoulilah, ça va tous les soirs. Isabelle, bonsoir, comment allez-vous? Salut Brice, bonsoir chez vous. Voilà, super bien. C'est très très bien. Et on a vu de grands compliments sur vous, belle et pertinente et tout ça. Ça m'a fait plaisir quand même. Ça change parce que je reçois beaucoup de on se comprend. Non mais ouais, je pense que souvent, certaines personnes ne comprennent pas trop bien votre compréhension de la météo et surtout la force du vent. Chacun son avis, Voilà. J'ai envie de dire Je ça, pense on que ne peut c'est pas ça, faire c'est ça. Non, mais dans tous les cas, je à pense chaque que la pertinence et l'impertinence sont relatives parce que parce que dès que les internautes ne sont pas d'accord avec tes arguments, automatiquement tu es impertinent. C'est ça. Et en matière de pertinence, c'est bien, vous connaissez bien le sujet. En même temps, ce que j'aime bien, c'est que dans l'impertinence, il y a aussi de la pertinence. Donc, il faut savoir emmener la chose. Exactement, l'un dans l'autre, ça fait un petit jeu de mots. Parce qu'il y en a un, même quand il ne fait rien, eh bien, on dit c'est lui. Voilà. Je suis assis, voici les mains de Guy Robert. Il n'a rien fait. Lui qui a fait, il est là. On le laisse. C'est moi, on prend. Alors, pour la petite histoire, on a trouvé un poste concernant donc Didier Drogba. On avait sur le plateau un sujet sur Didier Drogba. Et Élisée Bouloubou avait fait des propositions. Et sauf que c'est Daouda qui a été épinglé comme étant l'auteur de ces paroles. Il dit, Vraiment. Pour une fois, c'était pas lui. C'est que c'est ce que les Djula dit. Non, c'était lui en partie. Pas lui totalement, mais lui en partie. Moi, j'ai juste dit, Voilà. je reconnais avoir dit, Oui. il a beaucoup d'expérience, d'expertise qui peut mettre à la disposition voilà, c'est ce du football c'est ce qui a ivoirien. été- C'est ce que j'ai dit. Oui, mais c'est ce qui a été Maintenant- mentionné dans le truc. Sur le Maintenant, poste. celui qui a dit... Celui qui a dit deux choses même compliquées, lui, il n'a Comme rien. quoi On lui a rien fait. Comme quoi Non, Élisée, vous avez dit que vous estimez que l'épisode de la campagne était derrière. Oui. Ces propos ont été retrouvés, mais sauf qu'ils ont été attribués à Daouda. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc voilà. C'était des propos de vous. Mais une chose est sûre, c'est Dieu seulement. C'est la devise de cette émission. Très, très bien. Très, très bien. Bon, alors tout le monde est installé. Vous allez bien? Je vais très bien. Ben, on est content de vous Et avoir vous-même? écouté. Oui, ça va très très bien. Isabelle, Kevin, Daouda, Élisée, toutes les équipes techniques et éditoriales, tout le monde est bien calé pour vous proposer un talk comme vous l'aimez. Et vous êtes toujours plus nombreux à nous regarder. Cela fait énormément plaisir de le savoir. Oui, je le dis très souvent et c'est exactement ce qui est la vérité. Sur ce, Isabelle, parole responsable, je vous propose la vidéo du jour. On la regarde et on va la commenter parce qu'elle mérite d'être commentée, cette vidéo du jour. Je ne pourrais pas le croire que vous, président tunisien, pays de Bourguiba, peut être xénophobe ou raciste. C'est vous-même, vous êtes africain. Je suis africain et je suis fier de l'être. Voilà. Il y a une mauvaise interprétation. Il y a mal incompréhension. Et des fois même la population. La population pense que nous sommes responsables de certaines choses qui se passent. Il en profite. Que nous, jamais, indépendamment de nos couleurs de peau, on ne va pas changer de notre continent. Nous sommes tous des Africains, nous sommes des frères. Cette vidéo que vous voyez met en scène les présidents bissau-guinéen Oumaro Sissoko Ambalo et le président tunisien, donc le président bissau-guinéen, donc étant le président d'exercice de la CEDEAO. On est d'accord, M. Élisée Bouloubou. Et il a rendu visite donc au président tunisien et c'est à la sortie de cette visite-là qu'on a pu entendre cet échange entre les deux présidents. On va retenir en substance des propos du président en exercice de la CEDEAO, eh bien qu'il y a eu une mauvaise interprétation des propos du président tunisien. Moi, c'est vrai que j'ai entendu ce que le président Ambalo, président de la CEDEAO, a dit. Ben, je pense qu'il a utilisé une langue totalement diplomatique. Sinon, je pense que le président Kais Saïed a été très clair. On a bien entendu ses propos. La preuve, ces propos ont été entendus à travers toute l'humanité et tout l'univers, à travers tout le monde entier. Parce que les réactions sont parties, ont fusé de tous les continents, depuis l'Afrique, les États-Unis, un peu partout. Tout le monde ne peut pas avoir entendu
ou bien il peut avoir fait une mauvaise interprétation à la fois et en même temps, jusqu'au point même où la Banque mondiale décide de revoir un peu sa coopération avec la Tunisie. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de reconnaître. Je comprends la position du président Embalo. Comme je le dis, c'est un chef d'État et donc il ne veut forcément pas froisser son homologue à qui il rend visite éventuellement. Il utilise une langue diplomatique, mais il n'y a aucune mauvaise interprétation. Les propos du président Kais Saied ont été très clairs. Tout le monde l'a entendu. C'est en français, ou du moins ça a été traduit en français en bonne et due forme. On l'a tous entendu. Et ils ont même assumé ce qui a été dit et ils continuent d'assumer ce qui a été dit. On l'a entendu par les voies diplomatiques. Donc vraiment, je pense qu'il faut sortir de la diplomatie et puis dire ce qui est vrai. En fait. Moi, je veux qu'on s'explique un peu sur ce que vous appelez le langage diplomatique. Exactement, voilà, parce que au nom de ce langage diplomatique, non, mais c'est surtout que la contradiction n'est pas... je veux dire, la contradiction n'est pas... tellement ça m'énerve, j'ai même pas... Que ce soit vert, qu'on dise que c'est vert et qu'on nous dise que non, c'est bleu, parce que c'est le langage diplomatique. Élysée, même lui-même, essaie de s'expliquer ces propos-là, parce que quand on dit que c'était mal interprété, je suis d'accord, ça a été vraiment pas bien compris d'être mal interprété. Non, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai bon repris mes esprits, merci. Enfin, la contradiction n'est pas en adéquation avec la diplomatie. Je veux dire, on peut justement dire à un président, les propos que vous avez tenus ont été mal reçus parce que justement, il y avait un relent de racisme, de xénophobie, le contredire, mais avec un langage diplomatique. Moi, je pense qu'on a tous entendu ce que le président tunisien a dit, ce que le président de la CEDEAO... Quand il parle d'interprétation, je pense en fait que c'est une offense, c'est vraiment une offense à la lucidité des personnes originaires de l'Afrique subsaharienne. Moi, je pense que c'est vous qui n'avez pas bien compris en fait la position du président en exercice de la CEDEAO. Parce que pour ce que moi j'ai entendu, le premier mot qu'il dit, il dit « je ne peux pas croire que la Tunisie de Bourguiba », parce que quand il fait référence à Bourguiba, le premier président tunisien, c'est ce dernier-là qui parlait de l'Union africaine, en fait, en son temps. Donc, quand il fait référence à ce dernier, c'est pour dire, en fait, il se fout de la gueule. Pas de l'Union africaine, de l'Organisation unitaire africaine, l'OUA. L'OUA. En fait, il se fout un peu de la gueule du président tunisien. Je suis pas sûr. Non, si, je vous assure, parce que au-delà du fait que tu parles de langage diplomatique, mais dans le langage diplomatique qu'il utilise, il essaie, parce qu'en fait, c'est un peu comme quelqu'un qui porte un manteau de fourrure. Pour lui enlever son manteau, il ne faut pas lui arracher son manteau. Il faut lui laisser avoir chaud. Et du coup, comme il a chaud, on lui donne quelques mots, il a chaud, et lui-même, il se libère, il dit « Non, moi, je ne peux pas être raciste, ce n'est pas possible. Nous sommes des frères, même si j'ai la peau blanche. » Il dit même, il va plus loin. J'ai des parents même africains. Dans la vidéo, la vidéo est un peu plus longue que ça. Mais attends, oui, la vidéo est un peu plus longue. J'ai parlé africain, c'est un lapsus qui a servi. Non mais attends, enfin, le président tunisien, lors de cette rencontre-là, a surtout dit que toutes les personnes qui ont parlé de racisme après ses propos, ce sont des personnes qui veulent nuire à la Tunisie. Ouais, il parle d'un complot. Exactement, donc il est totalement en train de renverser la situation. Il est en train de dire aux personnes qui se sont insurgées contre ses propos qu'en fait, c'est des va-t-en-guerre et ce sont des gens qui veulent jeter l'opprobre à la Tunisie, alors que pas du tout. En fait, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Ils sont en train de s'insurger en fait de l'interprétation qui a été faite de son discours. Mais en réalité, ils n'expliquent même pas le contenu de son discours. Alors, si tant est qu'il y a une mauvaise interprétation, quelle est la bonne interprétation qu'on doit en faire? Et ce qui me choque aussi à travers cette vidéo, c'est que aucun mot n'est adressé en fait à tous ces ressortissants de l'Afrique subsaharienne qui subissent en fait le manque de leur respect des droits de l'homme. Aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas de papier, ils sont battus, ils sont enfermés, ils sont mis en prison. C'est totalement inadmissible. Non, mais dans cette vidéo, il n'y a aucune explication, il n'y a rien qui est dit à ce sujet. Non, moi je comprends très bien, mais en réalité, je vous assure, pour être quelqu'un qui soit versé dans la satire, dans tout ce qui est sarcastique, mais je vous assure que quand j'écoutais le président Embalo, mais c'est de la satire. Il se foutait du gars. Sérieusement. Non, il se foutait réellement. Non, mais après, c'est ton interprétation que tu en fais. Je termine sur la situation est tellement alarmante qu'on ne peut pas faire un commentaire composé, dire que c'est de la satire, on ne peut pas analyser... Exactement, tu vois, on ne peut pas faire, je veux dire, un résumé de texte. Mais Élysée, je vous entends sur la question avant Daouda, qu'on a bien compris. Hein, non, déjà, moi j'ai deux points là-dessus. La première chose, je trouve que c'est, je ne dirais pas irrespectueux, mais je pense que c'est ne pas prendre en considération la souffrance de ces subsahariens qui subissent des meurtrissures depuis des semaines de la part de ces Tunisiens-là que de dire que c'est une mauvaise interprétation. Vous savez, il y a un philosophe qui disait que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément.
Dès cet instant, un chef d'État qui prend la parole en public pour dire quelque chose ne peut pas être en train de nous dire qu'il a eu des propos mal interprétés. Ça devait être logiquement et suffisamment clair. Ça ne peut pas être mal interprété dans la mesure où ça émeut le monde entier. Et comment se fait-il que lui seul, il trouve que ce qu'il a dit était sorti du contexte et l'ensemble du monde entier aurait entendu autre chose? Ce n'est pas possible. Il a dit ce qu'il pensait. Il faut qu'il ait l'honnêteté et le courage de dire que j'ai dit quelque chose ou que j'ai gaffé. Ça aussi, ça fait partie de la valeur d'un homme. C'est-à-dire un grand homme, c'est celui qui sait reconnaître ses erreurs à un moment, dire que j'ai fauté ici et que je m'en excuse devant tout le monde entier. Ce n'est pas le rabaisser. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième point, je viens sur le discours du président Embalo, qui est le président de la CEDEAO. Il porte une casquette doublement importante pour moi, pour juste se limiter à dire que le président tunisien, ou des moins les propos du président tunisien, sont sortis de leur contexte. Aujourd'hui, quand tu prends la parole d'un contexte pareil, tu te dis quoi? Tu n'es pas en train d'écouter par les Tunisiens, tu es en train d'écouter par le monde entier, à commencer par les subsahariens qui, eux, sont en train de souffrir, ou qu'on a des compatriotes qui souffrent en Tunisie. Non, tu ne peux pas juste faire croire que c'est parce que les propos ont été mal interprétés, qu'on est arrivé là, mais ce n'est pas vrai. La première chose que tu fais, tiens des propos de compassion à l'endroit déjà de tes concitoyens-là, de ces subsahariens qui sont en train de subir le martyre depuis des semaines en Tunisie. Il faut avoir un mot de compassion et avoir de la retenue. Tu dis, OK, on était venu prendre les nouvelles, on était venu savoir ce qui se passe, nous enquérir des nouvelles. OK, on a compris ce qui a été dit, mais on espère que tout rentrera dans l'ordre le plus rapidement possible pour le bonheur de nos deux peuples. Et puis on avance, mais tu ne peux pas trouver des excuses au président tunisien. Ça, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Non, moi je pense qu'il ne lui a pas trouvé d'excuses, sincèrement. Il n'a trouvé aucune excuse. Et pour ma part, en toute sincérité, il faut comprendre les choses. Dans tous les cas, les deux personnes même qui parlaient, ce n'est pas dans un français assez clair qu'ils parlaient. Je pense que les deux se débrouillaient. Ils étaient tous les deux gênés. Voilà. Non, Non, pour dire que c'était assez cocasse, c'était assez complexe. Mais n'empêche que le président Embalo a demandé à savoir ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas, à un moment donné, c'est vrai que nos compatriotes sont en train de souffrir, mais ne tombons pas aussi dans trop d'émotions à un certain moment. On a encore des compatriotes qui y vivent. Donc, ça ne sert à rien de dire non, on condamne ceci, on fait cela. Déjà, la Banque mondiale a condamné, la CEDEAO même, dans un communiqué, a condamné. Certains pays ont condamné à un moment donné, même si le président vient, c'est pour calmer le jeu. Il a calmé, la situation va rentrer dans l'ordre. Même moi, aujourd'hui, personne n'est d'accord avec les propos racistes de ce monsieur, mais une chose est sûre, ce n'est pas le rôle du président en exercice des partis dans le pays de la personne et aussi enfoncer le clou dans la plaie. Très bien. Voilà. Je reviens à vous. Non, moi je pense que le silence est un outil nécessaire. Hein. Le président de la CEDEAO aurait dû se taire si c'était justement pour avancer des propos tels quels. Et puis c'est vrai, tu dis que les deux parlent un français assez approximatif. Le président de la Tunisie, quand il a vitupéré les immigrés en Tunisie, il a parlé en arabe. C'est vrai qu'on ne comprend pas l'arabe, mais on en comprend quand même la traduction. On n'est pas débile à souhait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faudrait arrêter de dire que oui, parce que son français n'est pas vraiment Je parle des deux, hein. Oui, et même, enfin, je veux dire, et même. Mais ils ont quand même réussi à nous dire en français facile que c'était une erreur d'interprétation. Voilà. Moi, je veux bien qu'on interprète mal un texte, mais il y a des faits, il y a des éléments qui sont pertinents. Quand on voit des gens qui sont agressés... Ça, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Là où je dis que le président en exercice de la CEDEAO était dans l'ironie, parce qu'il dit, quand on m'a dit mais qu'est-ce qu'il gagne à être dans l'ironie? Justement, j'ai répondu à la question. J'ai répondu à la question en disant que le président Saïd est dans une situation inconfortable. Et quand quelqu'un est dans une situation inconfortable, ça ne sert à rien de lui arracher ce qui... Non, je viens. Ça ne sert à rien de lui arracher son manteau. Il faut le laisser lui-même avoir chaud et laisser tomber sa veste. Mais Daouda, si vous nous sortez quelque chose de complètement irréaliste, non, quelqu'un qui a émis des propos, oui, et ces propos ont eu pour conséquence qu'il y a encore des gens... Mais justement, est-ce qu'il faut... Et on doit le caresser dans le sens du poil pour lui arracher son manteau. Non, on ne le caresse pas. On ne peut pas dire à cette personne-là que vos propos sont très graves. Mais justement, on ne le caresse pas dans le sens du poil. Mais pour moi, il est important à un moment donné que si nos ressortissants subsahariens sont encore là-bas, il ne faut pas encore aller mettre de l'huile sur le feu. Il faut aller doucement. Donc la Banque mondiale n'aurait pas dû faire ce qu'elle a fait. J'ai pas dit ça. Bah si, ça. Non, mais j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'ai une réponse avec oui, je pense que ce qui est important que Daouda sache, c'est vrai que moi je pense qu'il est important en toute chose de respecter la douleur des gens. C'est tellement important de respecter la douleur des gens qu'il ne faut pas tout de suite jeter du revers de la main tout ce que les gens disent en mettant sur le coup de l'émotion. Il n'y a aucune émotion ici. Les gens sont en souffrance
Des gens sont en train de subir le martyre. Quand le président Embalo dit que, comment dirais-je, que certainement les propos ont été mal interprétés par qui? Par les Tunisiens? Ou bien par ceux-là? Attends, laisse-moi aller au bout. Ont été mal interprétés par les Tunisiens? Ou bien été mal interprété par nous qui condamnons l'attitude du président. Si je pense, c'est ce que je dis, si j'estime que ça a été mal interprété par les Tunisiens, quelle attitude on a vis-à-vis de ça? Justement, si ça avait été mal interprété par les Tunisiens, la logique aurait voulu que le président vienne et qu'il dise que ce que j'ai dit là, c'était pas pour aboutir à ce à quoi nous sommes en train d'assister. Voici là où je parle. Je vous comprends, je vous comprends vous trois, mais à un moment donné, prenez en compte l'aspect historique que Embalo fait intervenir dans l'histoire quand il parle de Bourguiba. Parce que... Mais justement, on a parlé de sonde. Je sais, mais il faut vous calmer, Kevin. Non, mais vous nous sortez le truc à Bourguiba. Mais Bourguiba, au stade où on en est, Bourguiba... Je sais. Excuse-moi. Mais justement, c'est là où tu dois comprendre tout ce que, en fait, Embalo veut dire. En fait. Il dit non, ce que tu fais, c'est pas normal, c'est pas juste. Mais tu sais, Rodin, j'avais compris. Hein. Dieu merci que tu as compris. Élisée, j'ai un autre point, je sors du... Oui, je suis en train de terminer. Mais non, on parlait surtout de l'attitude à avoir. Vous estimez clairement qu'il y a eu une mauvaise interprétation qui a été faite? S'il y a eu une mauvaise interprétation. S'il y a vraiment une mauvaise interprétation. L'attitude, il y a une attitude. C'est ça, justement, qui suit la mauvaise interprétation. Si moi j'estime que j'ai tenu des propos qui ont été mal compris et donc qui ont suscité toutes ces violences qu'on a vues, la réaction qui est la réaction la plus juste et qui pour moi est sage et logique serait que je revienne pour dire non. Ce que j'ai dit, vous n'avez pas saisi, ce n'était pas pour qu'on en arrive à ça. Mais en réalité, voilà ce que j'ai dit. Mais ils ont assumé et ils continuent d'assumer, ils continuent ces propos. Donc on ne peut pas dire quelque part que c'est des propos qui ont été mal interprétés. Et nous autres, prend des dispositions pour que la sécurité, par exemple... Est-ce qu'on poursuit encore? Ça dit ça, pour du côté tunisien, je cadre donc du revers de la main. Le fait qu'on dise que ça a été mal interprété par les Tunisiens, parce que ça n'a pas été mal interprété, ils ont parfaitement compris ce que le chef d'État a dit. Ils ont tous parfaitement compris, ils ont agi en fonction. Si maintenant les autres, nous par exemple, qui condamnons, si on estime donc que nous on a mal compris, on a mal interprété ce qui a été dit, mais la logique aurait voulu, moi j'estime que le président tunisien rencontre ses homologues subsahariens, leur envoie même, il ne serait-ce que juste un message pour leur dire: je m'excuse pour ce qui s'est passé. Voilà en réalité là où je voulais arriver. En diplomatie, aujourd'hui là, la diplomatie, je vais vous dire une chose, et Kevin le dit, les ambassades aussi sont en contact avec les autorités compétentes. Non, mais au-delà des mots, sortons des mots. Voilà, mais au-delà des mots, on attend des actes. Mais c'est ça, parce qu'au-delà des mots, on a bien compris. Ce qu'on aurait dû. J'explique, vous pensez que moi, je prends un exemple simple, je serais le président Ouattara, j'aurais reçu un message du président tunisien qui dit que ce qu'il a dit, il s'est trompé, mais ce n'est pas le contexte. Et puis moi, je vais envoyer des avions. J'ai déployé près d'1 milliard de francs CFA que je peux prendre pour réaliser quelque chose, pour aller chercher des ressortissants qui sont en train de s'ouvrir le Mati. Ce n'est pas possible. Non, mais Élisée, aucun message n'est arrivé. Il n'y a rien. Et ça, je peux le mettre en quand on dit au-delà des mots, quand on dit au-delà des mots, vous estimez que vous avez des propos qui ont été mal interprétés. Aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des ressortissants subsahariens qui font l'objet de violences. Mieux que des mots, mieux que c'est mal interprété. Vous prenez des dispositions, vous posez des actes, vous envoyez la police protéger ces subsahariens, vous faites un certain nombre de choses pour qu'on puisse comprendre que ce n'était pas de votre volonté. Pour l'instant, on s'est limité car ça a été mal interprété. Mais justement, et les gens continuent d'être agressés. Est-ce qu'on peut mettre en regard, je veux dire, est-ce qu'on peut se focaliser sur les agressions, sur la situation terrible que vivent nos concitoyens ivoiriens et même au-delà de la Côte d'Ivoire, ça va justement à des Africains subsahariens. Quand il parle de mauvaise interprétation, il n'y a pas que la mauvaise interprétation. Et même quand tu constates que justement tes propos ont suscité un tollé, un vrai tollé dans le monde, ne serait-ce qu'au niveau diplomatique, vu que tu aimes bien la diplomatie en dépit de Bourguiba. Oui, en dépit de Bourguiba. Comme Élisée l'a dit, tu te dresses face au monde et tu dis, franchement, mes propos ont été mal interprétés, mal reçus, donc je m'en excuse. C'est ça la vraie diplomatie en fait. C'est tout. On le dit souvent sur ce plateau, on le dit même pour les hommes politiques. Il faut faire attention en tant qu'homme politique aux propos qu'on tient. Parce que vous tenez des propos, mais vous n'êtes pas responsable, ou bien de comment les gens vont l'interpréter. Encore que... Bon, vous avez parlé à 4, au moins je peux au moins terminer. Bon, vous allez nous dire autre chose que c'est Bourguiba. Allez-y, Daouda. Non, en fait, ce que je veux dire, on est en diplomatie, comme j'aime bien la diplomatie comme toi, qu'on le veuille ou non. Kais Saïed ne viendra pas publiquement dire oui, je m'excuse pour ce que j'ai dit. C'est un État. Et donc, on y va avec la pédale douce.
Je pense que c'est dans cette dynamique-là que le président en exercice de la CEDEAO est allé et c'est dans cette posture-là que les deux étaient. Les choses... Pardon, on peut réagir. Non, il termine. Voilà, Il je termine. Même si on n'est pas tout d'accord, mais Voilà. il a le droit de terminer. J'ai le droit de terminer. Voilà, Et terminé. donc, on va avec la pédale douce. Je pense, pour ma part, que tous les pays ont commencé à retirer leurs ressortissants. La Banque mondiale a déjà donné sa feuille de route. Je pense que les choses vont entrer dans l'ordre. Vous allez voir que... Mais c'est ce qu'on te dit, ça aurait pu être évité. Dans les jours à venir, sûrement, ce monsieur, ses esprits vont revenir en ordre très rapidement. Oui, mais je pense que ce n'est pas le lieu de le Quand faire. vous sortez l'expression... Non, mais c'est de la lunaire. Non, diplomatie- mais Brice, Non, c'est le langage de la diplomatie. Excusez-moi, Daouda. Vous me direz si j'ai raison Il va ou pas- pas. il va pas y a eu s'excuser. Il y a eu des situations Il va pas s'excuser. où des États se sont déplacés pour se rendre dans d'autres États pour leur dire « Nous condamnons ce que vous venez de poser comme acte au nom de l'institution que nous représentons. » Au-delà de ça, il y a vraiment, même eu dans ce je monde pense des que- présidents qui se sont fondus en excuses après des Bien sorties sûr, bien sûr. tonitruantes telles que celle de ce monsieur-là. Exemple. Même après, Macron, même après des actes personnels. Exactement. Macron Donc, s'est excusé en pourquoi c'est un des exemple. années et des années après plusieurs présidents. Non, Kevin, ne nous Je fais pas, te non, ne parle nous fais pas. pas cette Mais- injure-là. Attends, non. mais quand toi tu parles, on te coupe. Bon, c'est bon. Vas-y. Oui. Non, c'est bon. C'est ça, en fait, non, parce mais que quand je tu as parlé, je t'ai écouté religieusement. Religieusement, Et oui. tu me laisses même pas aller au bout de Bon, mon vas-y propos. au bout, vas-y mon coco, vas-y. Vas-y. Brice, j'étais en train de. Comme c'est toi l'animateur, je le C'est à disais. un moment donné. À un moment donné, il faut le dire. Non, mais plus sérieusement, je veux dire, les présidents qui s'excusent après des sorties tonitruantes, c'est pas des histrions. Tu es d'accord avec moi? C'est pas des clowns. C'est des gens qui ont une mémoire. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont dotés. Mais ce n'est pas des présidents d'exercice. Ça, au moins, je peux le dire. Mais donc, ça pour vous dire que la diplomatie n'exclut pas les excuses. Oui, mais, Mais c'est pas... il est buté quand même. Oui. En fait, Bon. Daouda, merci. On a Merci bien à compris vous vos points de tous. vue. Je vais vous donner 15 secondes pour terminer vos propos. Il ne va plus vous Moi, interrompre. 5 Je vous en secondes. fais la Moi, promesse. juste non, toi, tu Je vas te dire- donne mes 10 là, faut pour Voilà, donc vous avez 15 secondes. Mais vraiment 15 secondes. Oui, moi je voudrais. Non, c'est vraiment 15 secondes. Moi je voudrais terminer par ça. C'est vrai, au-delà de tous les débats qu'on a eus et toutes nos positions, moi je veux qu'on retienne une chose. La Tunisie, Kais Saïed et ses compatriotes tunisiens sont libres de leur politique migratoire, de décider même de ne pas avoir un subsaharien chez eux. C'est leur droit le plus absolu. Mais ils ont le devoir de veiller au respect des droits de ces migrants-là. De veiller, de faire en sorte que ces migrants ne subissent pas ce qu'ils ont en train de subir. Ça aussi, c'est leur devoir. Et ça, il faut qu'ils le sachent. Parce qu'il est signataire de la charte de l'Union africaine des droits de l'homme. Donc, il sait ce qui est. Donc, c'est leur devoir de protéger, de préserver la vie de ces subsahariens. C'est leur droit de dire qu'ils n'en veulent plus sur leur territoire. Ça, c'est leur droit. Mais c'est également leur devoir de veiller à ce que ces subsahariens-là soient traités dans des conditions humaines. Parce qu'au nom des droits de l'homme, lorsque vous avez un migrant sur votre sol et que vous avez l'impression et vous avez même la certitude qu'il n'a pas le droit d'y être, vous avez surtout le devoir de le protéger et ne pas permettre qu'un citoyen lambda vienne l'agresser, lui porter main, comme souvent on voit en ce moment. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Messieurs, on va parler d'interprétation. Mesdames ou madame? Messieurs et madame. Voilà, il faut respecter également le droit des femmes. C'est ça? Exactement. Mais Encore plus sur, la le lendemain des 8 mars. sur la question, je pense qu'on a fait le tour. C'est ça. On est tous d'accord que, bon, enfin pas tous d'accord, Daouda estime que les choses vont... Non, on est d'accord. Hein. C'est C'est toi et juste puis la méthodologie. Voilà. On est n'est tous pas du tout d'accord avec toi. Ben, Ok. moi, je suis Une d'accord chose est avec sûre, vous. on a déjà Non, une pour première une fois, réaction. On se Daouda, je plaignait suis de ne pas pas avoir de d'accord réaction de la CEDEAO. On a déjà une réaction de la CEDEAO. Puis on espère que ça va déclencher quelque chose dans la tête du président tunisien qui pourra prendre des dispositions pour que nos en fait, les ressortissants subsahariens puissent être dans de meilleures conditions. Voilà, ça, on va le dire. Et on va chuter là-dessus, les amis. On va marquer une courte pause. On va parler peinture juste après. Ça va nous détendre un peu. C'est important. Soyez zen, soyez zen. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. On a sorti les organes, comme on dit tout à l'heure. Mais ça va, ça va. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui nous passionne, qui nous touche particulièrement. Et donc je pense qu'on en parle un peu. Et c'est vrai, on le reconnaît, avec un peu d'émotion, Tiens, avec un peu de passion. bois un peu d'eau. On en a, non, il en a déjà bu, donc c'est important. Bon, nous a rejoint sur le plateau du Grand Talk et c'est un vrai bonheur de le recevoir. Un des meilleurs peintres d'Afrique et du monde. Nous avons Ibn Cheikh Salah. Je sais que ça, on vous l'a fait tout le temps, hein, la comparaison avec un autre Cheikh Salah, lui Cissé. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Merci, ça va très très bien. Vous êtes artiste peintre, est-ce qu'il y a, dans votre façon de vous présenter, est-ce qu'il y a une façon de présenter le style de peinture que vous avez? Bien sûr. Très bien. Moi, je suis un artiste peintre pluridisciplinaire d'abord, et je peins des réalités multiséculaires en alliant des influences ancestrales et des techniques modernes. Donc, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Je peins au doigt, donc une technique particulière. Vous peignez au doigt.
Bien sûr. Ça veut dire que vous avez votre Palette de- votre palette. Et c'est avec le doigt, vous n'avez pas de pinceau, vous n'utilisez pas le pinceau. Bon, je peux utiliser des pinceaux pour faire les fonds de mes toiles, Oui. mais sinon, en règle générale, mes personnages, en fait, un peu dévisagés, que j'essaie de transmettre des émotions à travers mes doigts. Mais à quel moment vous avez commencé cette passion de la peinture vous a attrapé? Alors moi, je dessine depuis petit et j'étais plutôt dans la représentation des bandes dessinées, reproduction des mangas et autres. Et à Paris, pendant le Covid, il fallait bien trouver une occupation et je me suis retrouvé à peindre et puis voilà, ça s'est donné ce que ça donne aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas fait de formation Non, pour je ça. suis un autodidacte et j'ai fait une formation avec les Beaux-Arts de Paris en ligne pour me documenter sur l'art dans toute... Quel retour le public donne à ce qu'il voit de vous? Bah, écoutez, je pense que les œuvres parlent d'elles-mêmes et puis aussi le parcours. Naturellement, c'est pour ça que je me retrouve ici aujourd'hui et puis dans des grandes galeries comme le Carrousel du Louvre à l'international. Et je pense que tous mes interlocuteurs sont bluffés par mon art et ça me fait plaisir. Je rends grâce à Dieu pour ça. Très très bien. Mais comment vous avez réussi à vous faire connaître en fait? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes peintres Il y a deux dans mon quartier. exact, qui cherchent en tout cas à se faire connaître et ils ont du mal justement à vendre leur peinture, Bien sûr. etc. Bon, je dois avouer que le monde de l'art est très élitiste. Et moi, j'ai commencé à exposer à Paris, donc à travers des galeries à Paris. Et des collectionneurs et des galeristes ont marqué mon talent. Et à partir de là, j'ai eu la chance d'exposer dans des grosses galeries en Côte d'Ivoire, notamment chez Louis-Simone Guirandou, où elle m'a donné l'opportunité de présenter mon travail. Et derrière, ça m'a permis de pouvoir exceller dans mon domaine et la peinture. Mais vous qui êtes aujourd'hui, vous en tant qu'Africain, est-ce que vous pensez que les Africains s'intéressent vraiment à l'art, à la peinture, des trucs comme ça? Les Africains s'intéressent de plus en plus à l'art. L'art africain commence à prendre une ampleur à l'international. Il y a pas mal de collectionneurs qui collectionnent davantage des artistes africains. Et je pense qu'ensemble, on y arrivera. Enfin, il faut juste qu'on fédère tous ensemble et puis pouvoir s'exporter. Peut-être que Daouda se pose la question et on va l'accompagner sur son questionnement. Est-ce que les Africains s'intéressent vraiment à la peinture? Parce qu'il se pose peut-être la question, qu'est-ce que la peinture apporte aux Africains? Alors, la peinture pour moi est Je fais une phrase comme ça. Ouais, merci mon Biko. La peinture pour moi est un partage d'âme. Alors, l'artiste transmet toute son âme sur une toile. Et donc, à partir de ce moment-là, mon interlocuteur qui regarde ma toile, s'ils se sont touchés par cette œuvre, naturellement, ça doit le transporter quelque part, d'une manière ou d'une autre. Et donc, après, je pense que les Africains doivent déjà s'intéresser à la peinture, commencer à regarder les tableaux davantage pour pouvoir comprendre le message qu'un artiste veut véhiculer à travers sa peinture. Mais ça, ce tableau, Ouais. qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme message? Alors, sur ce tableau, en fait, je suis parti sur... je l'ai intitulé « Où sont passés les autres ?» Alors, où sont passés les autres, c'est un questionnement. Donc, un questionnement sur les personnes qu'on a perdues, soit en amitié ou dans la vie en général, des personnes qui sont décédées. Donc, c'est un questionnement sur la société. Donc, une personne assise avec un bras sur le menton qui se pose la question de savoir où sont passés les autres. Et à partir de ce moment-là, c'est deux personnages qui interagissent sur une peinture. Et à travers les émotions, on peut percevoir le nom de cette En toile. même temps, Mais pourquoi c'est ce tableau que vous avez offert à la première dame alors? Juste par curiosité, hein, juste pour savoir. C'est pas un choix de ma part. D'accord. C'était lors de l'occasion du Salon international des industries musicales avec M. Bambi Diomandé. Donc, il a choisi ce tableau pour Mme Dominique Ouattara. Il est très bon en tout cas. Moi j'ai une question. Enfin, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien lambda ne s'intéresse pas vraiment à la peinture ou en tout cas aux œuvres comme ça de peintres très talentueux pour des raisons budgétaires notamment. Est-ce que vous pensez que vos peintures sont accessibles? Bon, moi je pense que mes peintures sont accessibles pour une certaine classe sociale. Mais bon, je veux dire, en règle générale, sur mes prix, je suis entre 2 millions et 10 millions sur les plus grandes toiles. Mais j'incite par exemple Il a commencé à les trembler. Africains, j'incite les Africains, les Ivoiriens à collectionner des jeunes qui sortent de l'INSAC au lieu d'aller dans des grandes surfaces acheter des tableaux à 40, 50 000 pour décorer les maisons. Allez collectionner des petits de l'INSAC, ça peut valoir quelque chose un jour.
Maintenant, je pense que tout le monde a un prix. Naturellement, il y a des gens qui me collectionnent. Et puis, j'incite les gens à me collectionner davantage. Et je pense que comme ça, la somme que vous venez d'évoquer, le prix paraît stratosphérique, mais c'est parce que c'est des heures de travail. J'ai dit paraît parce que votre voisin a commencé à frémir. C'est combien d'heures pour une peinture comme ça? Ça dépend de l'inspiration. Ça peut partir de 2 semaines à 4 mois, 3 mois en fonction du projet. Donc c'est méritoire en fait. Et puis aussi derrière, il y a le coût de la toile, du châssis. Moi, je travaille sur des toiles de lin par exemple. Donc derrière, ça a un coût. La peinture que j'utilise, c'est de la peinture à huile. C'est aussi un coût. Donc si on doit partir sur 3-4 litres de peinture à huile sur une toile de lin, d'un mètre sur un mètre, naturellement, déjà en coût d'investissement, je suis déjà facilement 200 000. Donc, naturellement, si je vends cette toile 2 millions, ça reste... Non, mais même si vous utilisez, parce que la dernière fois, on a vu, même si vous utilisez mon mug là pour le rendre artistique, eh bien, il n'a pas de prix. Je veux juste expliquer à votre voisin qui est le mien également. Toi et moi, on a la même idée. Non, c'est pas ça. Je viens parce qu'il y a un petit côté... Ouais, on a la même idée parce que ma mère est du là. Donc, du coup, il y a le petit côté là qui est là. Mais Daouda, c'est surtout qu'aujourd'hui, une œuvre, on la conserve, elle prend plus de valeur en fonction de la qualité de l'artiste. Donc, vous l'achetez aujourd'hui à 20 millions, on peut la racheter un jour en galerie à 50 millions. Donc, il y a un petit côté à faire dedans. Bien sûr. Et puis après, derrière, il faut garder je comprends, mais bon. le parcours de l'artiste. Quand vous commencez à collectionner, c'est derrière un investissement, c'est aussi un placement. Donc, je pense que moi, je vous incite tous à commencer à collectionner. Voilà. Il y a des jeunes artistes émergents qui arrivent. Et puis, j'ai une galerie d'art où je mets en avant des jeunes artistes émergents. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez venir voir des petits talents. Et à la décharge des artistes peintres comme vous, moi, je trouve en fait que quand un artiste chanteur ou un humoriste de talent, de renommée, dit que son cachet coûte 2 millions, 3 millions, il n'y a personne qui tombe en transe. Mais quand on parle de peinture, on trouve totalement que c'est mirifique et que c'est trop... Bon, vu que vous lancez le débat, est-ce que ce n'est pas parce que, contrairement à un artiste musicien qui propose sa musique... Qui généralement preste que sur 2 chansons, quand on sait qu'une peinture peut rester 2, 3, 4, 5 ans. Même 10 ans. Oui, mais c'est surtout que lorsque vous écoutez une chanson, elle vous parle directement. Alors que là, par exemple, on a souvent besoin de beaucoup d'explications. Parce que nous, ce qu'on a vu derrière ici, là, vrai, ma réalisatrice a dit, on a l'impression que quand elle a vu, elle a vu que c'est un sorcier qui était assis. Parce qu'en fait, moi, de base, je dis, si je vois cette toile, je ne suis pas, honnêtement, c'est vrai que je loue votre travail, mais je veux dire, 2 millions, tableau, maison. Non, je préfère la photo de moi et mon épouse que je salue au passage. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle tu n'es pas la cible. Voilà. Oui, je ne suis pas la cible, franchement. Non, mais après les couleurs... Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Oui, parce que autant, on a parlé même de musique, il y a des gens aujourd'hui qui sont pas... C'est-à-dire, vous leur demanderez d'aller assister à un concert d'un artiste que vous connaissez, ils ne sentent pas la chose, il ne paiera jamais 1000 francs pour aller. Alors que là, il sera beaucoup plus sensible, par exemple, à cette forme d'art. Et il y a des connaisseurs qui connaissent. Il y a des connaisseurs qui apprécient, qui aiment. Et je pense qu'on va nous travailler à ce qu'il y ait un plus grand nombre de connaisseurs, notamment mon voisin qui est à côté, qui commence de plus en plus à s'intéresser à l'art. Merci beaucoup, Daouda. Merci. Oui. Votre exposition, la prochaine, c'est pour quand? Alors, la prochaine exposition, c'est pour le mois de juin. J'ai été sélectionné pour le musée d'art contemporain de Tokyo et aussi le musée d'art contemporain de Séoul. Donc, comment vous êtes sélectionné? Comment vous êtes sélectionné justement Alors, sur le salon international du Carrousel du Louvre, j'ai été sélectionné par une galeriste coréenne qui a trouvé mon travail remarquable et m'a proposé de soumettre ma candidature encore pour Tokyo et puis ça a fonctionné. Et chaque fois que vous êtes sélectionné comme ça, c'est une forme de certification. Bien sûr, c'est une consécration. Voilà, c'est une consécration. Au-delà de ça, c'est une consécration et puis on rend grâce. Je trouve ça tellement magnifique, le fait de ne pas avoir fait d'études pour ça et de pouvoir... ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas aller à l'école. Hein. Implémenter en fait certaines techniques et qui sont appréciées de partout dans le monde. Franchement, félicitations, merci bravo. Merci. Brice, tu sais, j'ai déménagé il n'y a pas longtemps, donc je cherchais en fait un tableau, quelque chose de très beau pour chez moi. Et tu rigoles. J'ai déménagé il n'y a pas longtemps. On aurait dit qu'on était dans toute une histoire. Mais en fait, je ne trouvais pas de tableau adéquat. D'accord. Donc, du coup, moi-même, j'ai fait ma propre toile. C'est trop bien. Ouais. Je vais commencer à t'acheter.
Avec, ça fait 2,60 m Ah ouais sur... Ah oui, Et le résultat magnifique. Tu as On dit va quoi? voir T'as la pas photo. gagné. Isabelle, vous nous apportez la photo de cette toile, Ah bah oui, cette grande parce que toile. tous ceux qui sont venus à la maison, ils ont dit waouh. Ça dépend pour quelle raison ils venaient. S'ils venaient pour manger, j'avoue que moi, je me suis dit waouh. Vous êtes une artiste alors dans l'âme. mais en fait, du coup, depuis, en fait, j'essaie de me documenter un peu sur les tu as différentes techniques, etc. Moi, je l'ai fait avec du plâtre et de la peinture. Ah, du plâtre, ok. Et puis un peu de sopalin. Ah, ok, bah, c'est Ouais, bien, ouais, voilà. c'est une technique mixte. Oui, c'est ça. On peut appeler ça comme ça, c'est pas mal. On peut vous laisser aussi. hein. Vous viendrez chez elle, vous direz waouh aussi, parce que vous viendrez pour des On raisons verra ça de artistiques. près. Ibn Cheikh Salah, merci beaucoup d'avoir Je vous été sur remercie. notre plateau et puis toutes nos bonnes prières vous accompagnent. Je vous remercie. J'espère vous retrouver sur ce plateau-là avec encore plus de notoriété, encore plus de tableaux. Merci. Et Titi Elogne qui regarde cette émission sur nos pages des réseaux sociaux dit l'homme à l'argent. Hein. Parce que si vous vendez 3 tableaux l'année, eh ben, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On rend grâce. Merci d'avoir été en notre compagnie. Élisée Bologbé va nous rejoindre parce que lui, il parle d'autre chose. Je lui parlerai de votre art Bien sûr. et j'utiliserai mon doigt pour autre chose. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. À l'Élysée, ben vous nous rejoignez. Merci beaucoup. Voilà. Et si vous avez raté un moment d'art. Isabelle, tiens, Non, Isabelle fait de la peinture maintenant. En fait, j'ai juste compris en vous suivant. La belle que- représentation. En vous suivant de loin. Et la et, représentation des belles choses. Non, vous suivant de loin, j'ai juste compris que. En tout cas, j'ai juste compris pourquoi j'étais l'une des rares personnes à avoir des toiles chez moi. Pourquoi? Parce que je me rends compte que plusieurs ne peuvent pas se l'offrir à 2 millions, 3 millions. Ah, toi, les tiennes sont à ces prix-là. Un peu plus que ça. Très bien, bravo Élisée, bravo. Je l'ai Alors, dit, comme je le dis toujours, sur ce plateau, il y a trop de flotteurs. Non, mais il a raison, Élisée. Non, mais quand même, Élisée a les moyens de s'offrir des toiles à ce Je sais pas. Voilà, il a les moyens, je le confirme. Contrairement à toi qui se contente de la photo de sa femme. Mais tu sais que quand tu as une belle femme, c'est normal. Bien sûr, bien Tu sûr. n'as pas besoin de toile. De toile. Voilà. Donc c'est cette photo qui. Voilà, sa photo déjà illumine ma vie. C'est le cas de le dire. Bravo. Vous êtes un poète, Daouda. Voilà. Élisée Bologbé, on se tourne vers vous parce que vous avez votre chronique tous les jeudis. Ouais. Elle s'appelle La vie de la nation. Elle parle de quoi aujourd'hui? Ben, cher Brice, pour la vie de la nation, nous allons parler du rapport des consultations nationales. Vous vous souvenez ce que c'est que les consultations nationales? Bien sûr. Voilà les consultations nationales de la jeunesse qui ont été lancées du 30 janvier au 2 février 2023 dernier. On en a parlé sur le plateau. Voilà, et ça fait couler beaucoup d'encre sur ce plateau, Oui. parce que plusieurs se posaient la question de savoir où allaient conduire ces consultations nationales, puisqu'on est habitué à de grands routes en Côte d'Ivoire. C'est les propos, en tout cas, je reprends de certains sur ce plateau ici. Et même quand on est le ministre, là, on lui a posé la même question. On dit Voilà. pourquoi vous nous faites Voilà. encore une consultation? Et donc aujourd'hui, le rapport de ces consultations nationales a été remis au Premier ministre par le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, le ministre Mamadou Touré, l'a officiellement remis aujourd'hui en présence de tous ces fêtiers-là de jeunesse au Premier ministre. Ce rapport est un document, il faut le noter, de référence pour toutes les actions qui seront menées cette année dans le cadre de l'année de la jeunesse. Donc il comprend 4 axes principaux, ce document, notamment le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale des jeunes, l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes et enfin l'accélération des réformes stratégiques en faveur de la promotion accrue de l'emploi des jeunes. Pour l'élaboration de ce document-là, et donc dans le cadre de ces consultations nationales, ce sont 307 organisations et fêtières de jeunesse issues de tous les secteurs qui ont fait des propositions relativement à l'année 2023 décrétée par le chef de l'État. Vous vous souvenez du PSGouv? Si je dis PSGouv, programme social du gouvernement, figurez-vous donc que le gouvernement a décidé de lancer le PJGouv. Le PJGouv, qui est le programme des jeunesses. Et il démarre donc cette année à sa phase 1. Et donc pour la mise en œuvre de cette phase 1-là du PJGouv, qui est le programme des jeunesses, l'État a décidé de débloquer une enveloppe de 263 milliards de francs CFA. Et dès cette année 2023, on rentrera dans la mise en œuvre vraiment de ce PJGouv-là. Le Premier ministre, à l'occasion donc de la réception de ce document, a invité la jeunesse, en dehors de la connaissance et de la formation et de l'éducation, à faire preuve d'effort, de patriotisme et surtout d'engagement citoyen. Pour lui, c'est à ce prix-là qu'on pourra réellement relever le pari de 2023, année de la jeunesse. Brice, comme vous l'aurez constaté, une étape est franchie avec la réception de ce document. Une autre donc s'ouvre désormais
avec maintenant la mise en œuvre des recommandations de ce document. Voilà, Je vous remercie. merci beaucoup, Élisée, bravo, on vous dit merci pour votre chronique, parce que dans la catégorie de on espère, c'est d'ailleurs ça qui nous posait donc, la question du débat. Problème, justement. Oui, on espère que ce document, comme bien d'autres, en plus d'avoir été élaborés, ont été également remis, et puis après, on n'en a pas entendu parler. Bon, on espère Exemple, justement- hein? Ah ben écoute, pour l'instant, Eugéna. voilà, les États généraux. Voilà. Donc, mais déjà, c'est un bon pas de franchi. C'est ça. C'est un bon pas de franchise. Ce qui est en Et puis fait, normal, moi, on est dans la moi, jeunesse, ce donc, qui m'a le plus marqué, hein, parce que j'ai suivi cette cérémonie-là de bout en bout, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette, je dirais, cette union en fait, de quasiment toutes les jeunesses, quelles que soient les tendances. On sentait vraiment que les jeunesses se sont toutes mises d'accord vraiment sur ce document. Ça, on l'a senti, que ce soit les jeunesses politiques, que ce soit les jeunesses de la société civile, que ce soit des jeunesses, en tout cas, qui sont engagées dans les PME. On a senti que tous, vraiment d'un commun accord, étaient d'accord sur la teneur du document. Et c'est avec grande joie, bien évidemment, que les jeunes ont accueilli l'annonce faite par le Premier ministre du programme des jeunes qui va bientôt être lancé et qui va nécessiter une enveloppe de 263 milliards. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et de joie que les jeunes ont accueilli cela. Moi, je crois que c'est déjà de très bons pas. Maintenant, il faut consolider ces pas-là. Il faut donc transformer maintenant ces annonces-là en actes. Et c'est là maintenant que nous sommes en train d'attendre le gouvernement. Très, très bien. Nous serons tout à l'heure en compagnie de notre invité, le tout prochain. Donc, c'est monsieur... Ah, il faut que je prononce bien. Vous m'aiderez à prononcer? Oui. Julien Vandrich. Je prononce bien? Très bien. Il est conseiller politique à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. C'est un visage que vous allez découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Et puis, il y a une belle histoire autour de cette personnalité-là qu'on va recevoir sur notre plateau. Mais avant, nous avons notre grande actu. Voici le jingle pour la grande actu. Le jingle vient d'abord dans ma tête, avant de le proposer aux téléspectateurs. La grande actu, hein, donc après de longues années, ce sont 47 corps exhumés donc à l'issue de la crise post-électorale, remis aux familles des victimes à Guiglo, Bleu-le-Quin et tout le Pleu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Élisée, on parle d'avancer vers la réconciliation. Ben, je ne sais pas si on pourra parler vraiment d'avancer vers la réconciliation, mais une chose est certaine et que je voudrais personnellement saluer, c'est le fait qu'à travers la restitution de ces corps-là aux familles, c'est aujourd'hui, en quelque sorte, leur permettre de faire le deuil, vraiment le deuil, parce que depuis, vous imaginez, 2011 à ce jour, on a pratiquement 11 années que ces familles-là étaient dans l'expectative, se posant beaucoup de questions. Pour certains, jusque-là, avaient du mal à tourner la page, parce que n'ayant pas vu le corps de leurs parents, n'ayant pas su exactement ce qui s'est passé, je crois qu'à travers cette restitution-là, c'est vrai que c'est des moments douloureux, mais comme je le dis très souvent, quand on veut bien construire son avenir, il faut avoir le courage de regarder son passé et d'en tirer les leçons. Et à ce niveau-là, je pense que c'est une bonne démarche. C'est vrai que c'est douloureux, c'est triste, mais il faut déjà que ces familles-là fassent le deuil. Et si cela peut contribuer à leur permettre de faire leur deuil, tant mieux. Kevin. Bah, c'est surtout qu'il y a encore une armada de corps qui n'ont pas été identifiés, donc qui n'ont toujours pas été rendus aux familles. Est-ce que c'est le fruit d'un manque de célérité des médecins légistes? Est-ce que c'est le résultat du laxisme ambiant des familles? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça me paraît extrêmement long. 8 ans pour déterminer l'identité de corps, surtout que ce sont des familles endeuillées. Vous savez, quand tu apprends la mort, le décès d'un proche, déjà, c'est une situation totalement chaotique. Et quand tu entends par la suite les conditions effroyables dans lesquelles la personne a perdu la vie, à plus forte raison, a fortiori, savoir que la personne a été enterrée à ton insu, puis exhumée par la suite et toujours pas identifiée, pour moi, c'est vraiment le summum, l'acmé de la douleur. Donc j'espère vraiment que... Encore que dans certains cas, hein, c'est les personnes qui sont portées disparues et que je pense que ces exhumations-là, ces identifications-là permettront aux personnes d'avoir la vérité, en tout cas de savoir exactement ce que sont devenues les personnes qu'elles ne retrouvaient plus.
Effectivement, je pense que pour cette cérémonie qui s'est passée dans l'Ouest à Guiglo, tout le Blolequin, il y avait le ministre Kakabé, la ministre de la Solidarité, Mme ministre Belmonte Dogo, la ministre Anne Leto, qui est aussi présidente du district Du conseil régional. Du conseil régional de Cavali. En fait, avec tous, ils ont dit qu'en fait, aujourd'hui, en remettant ces corps, ils ont dit que la vengeance doit être le pardon aujourd'hui. Parce que si à chaque mandat revenir, la Côte d'Ivoire vient de très loin en fait. Donc aujourd'hui, à un certain moment, il faut aller de l'avant. Parce que je suis sûr que le point que tu soulevais, c'est vraiment, je veux dire, est-ce que notre technologie au niveau de la médecine, comment on appelle ça, médecine légale ou voilà, est-ce que c'est arrivé à un certain niveau? C'est sûrement c'est ça qui fait retarder tout ce processus-là. À un moment donné, je pense que les Ivoiriens mettent de la main 10 ans après, 11 ans ou 12 ans après, il faut aller de l'avant et faire son deuil. C'est une promesse aussi du Premier ministre qui disait que c'était une étape également pour renforcer donc, le point de la réconciliation et que les familles seraient également dédommagées. Je l'avais entendu à l'époque. Non, les ayants droit des personnes qui sont décédées, beaucoup ont reçu de l'argent. La somme d'1 million de francs. Mais Brice, tu sais, 1 million, qu'importe la somme, même si c'est une somme totalement exorbitante, l'argent, c'est quoi? C'est rien. Comparé à la douleur. À la vie, surtout. Oui, la douleur totalement indélébile de la perte d'un proche. Surtout qu'il y a des gens, il y a des familles endeuillées encore dans les villes de tout le Pleu qui réclament encore justice. Je comprends ce que tu dis, évidemment, que nous sommes à l'orée de la paix, de la réconciliation, du pardon. Mais tu sais, c'est compliqué de pardonner quand tu ne peux même pas te recueillir sur la sépulture de ton mort. Parce qu'il n'y a pas de corps. C'est pour ça que je disais que c'est un premier pas. C'est un premier pas, en fait, 47. Mais en fait, moi 47 sur 122. mon point sur la question, c'est que bon, ça vient 12 ans après. On le met sous le sceau de la réconciliation. Et on choisit la date du 8 mars pour remettre les corps. Moi, je pense que le jour de la Journée internationale des droits des femmes vient un peu cannibaliser, si vous voulez, la communication qui aurait dû être faite autour de cette activité. Ça aurait dû être une activité nationale où tout le monde aurait dû se recueillir en fait. Et choisir une autre date, je pense qu'on n'était pas à 1 jour ou 2 jours près, choisir une autre date pour vraiment mobiliser tous les esprits et que le message puisse passer vraiment dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, au-delà même de la région du Cavali. Moi, vraiment, là, c'est mon point. Le 8 mars, pour moi, ce n'était pas la bonne date. C'est vrai, le timing Moi, je pense est à discuter. Je partage l'avis d'Isabelle et je crois que ça devait être pour nous, plutôt que la fin, mais le début pour moi de ce que j'appellerais solder vraiment le contentieux de la crise post-électorale définitivement. Il faut qu'on ait le courage de regarder notre histoire en face et ceux-là qui, d'une manière ou d'une autre, savent en contribuer à ce qu'on en arrive là, aient le courage. Vraiment le courage, sincèrement. Comme je le dis, demander pardon, ce n'est pas l'âme des faibles, c'est l'âme des forts, disait un grand penseur. Il faut avoir le courage de demander pardon. Et il faut que aussi nos autorités puissent vraiment établir la lumière sur tout ce qui s'est passé. C'est important. Ce n'est pas qu'on dit ça va ramener des rancœurs, ce n'est pas ça. Mais c'est important qu'on sache réellement ce qui s'est passé pour l'histoire. Même quand on regarde l'histoire du monde, que ce soit la guerre mondiale, que ce soit, comment on appelle ça, les camps de concentration. Mais il a fallu un moment que les gens prennent leur courage à deux mains et qu'ils puissent écrire cette histoire malgré les douleurs qu'on pouvait ressentir pour que ça serve de leçon et que demain, on ne puisse plus tremper encore dans les mêmes choses et qu'on comprenne que ce n'est pas humain. Pour l'humanité, même, c'est inadmissible que des personnes soient, tu vois, exécutées juste pour des opinions politiques. Donc, c'est des éléments. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait le courage d'affronter notre histoire et puis solder définitivement la question de la crise post-électorale et décider d'aller de l'avant. Vous ouvrez un autre débat, vous parlez du pardon, mais certains disent, pardon, oui, mais il faut aussi justice. Parce qu'il faut qu'on reconnaisse, faut qu'on retrouve peut-être des auteurs, que ces personnes-là soient jugées. Donc... Moi, c'est ce qui me gêne justement en fait, en Côte d'Ivoire ici, rapidement. Hein, oui, ce qui me gêne, c'est que sous le sceau des calculs politiques de différents partis politiques, après on vient s'asseoir et comme tu disais, les familles souffrent, ils sont là. On dit, bon, au nom de la réconciliation, au nom de la... C'est vrai, moi ça me gêne. On va faire le dialogue politique, on dit non, on laisse tout ça tomber. Depuis les années 80, combien... Ça n'a pas été dit facilement, on laisse tout ça tomber. Oui, mais que tu le veuilles ou non, je comprends. Je dis... Oui, parce que tu fais un petit raccourci. Oui, mais depuis les années... depuis 99 qu'aujourd'hui, on passe d'amnistie en amnistie. Finalement, les victimes, c'est ça le plus important. C'est eux les plus importants. Isabelle. C'est ça, justement. Pardon.
c'est pas grave. Non, ça peut aller. Je sens que tu es un peu On a foufou. on a tous constaté qu'il lui avait pris la parole. Voilà, c'est pour ça. Je comprends, je Non, comprends. je me suis jamais C'est ça. permis. Voilà. Non, Ouais, mais c'est ça. Je comprends. Isabelle. Non, en fait, moi, je pense qu'il faut qu'on bâtisse un mémorial pour qu'on puisse, en fait, chaque année se recueillir, se remémorer, en fait, tout ce qu'on a eu à passer et qu'on se dise aujourd'hui plus jamais ça. Pardon, il y avait la stèle, non? Il y avait une stèle qui avait été... Le monument mort, je crois bien. Non, toi, tu reviens C'est en autre fait sur. C'est pas ce qui avait été fait sur le boulevard vers Djamé, là, c'est ça Non, non, non. Il y avait on évoquait il y a quelques mois une question concernant une stèle qui devait être... Non, ça c'était Madame Gbagbo qui l'avait évoqué lors d'un voyage à Djokwe. Très Il bien. fallait qu'on fasse un monument en mémoire des Ça victimes. ça n'existe pas encore. Il faut qu'on y pense réellement, parce que c'est important pour l'histoire de notre pays, surtout pour les générations futures. Voilà, c'est important qu'on connaisse notre histoire pour savoir où est-ce qu'on va. C'est ça. Parce que ce dont vous parlez, c'est le monument des martyrs. C'est ça, le De l'autre monument de côté, Martyrs. bon, après, Merci beaucoup. On va marquer une courte pause et derrière, on reçoit notre invité. Vous êtes très nombreux à nous regarder. Et vos réactions sur nos pages des réseaux sociaux. On marque la pause, on se retrouve tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Kevin, ça va, tout se passe bien? Ouais, ça va. Isabelle J'étais à aussi? deux doigts de m'étouffer. Ben ouais, moi aussi. Tout seul, hein? Tout seul, hein? Oh, non. Non, il y a des événements qui se passent pendant la pub. Un jour, on va faire une émission spécialement sur les événements qui ne se passent pas pendant l'émission. Et ça sera une autre émission. Ça, une autre émission. Ça s'appelle l'autre émission. Julien Mandrich, bonjour Julien, comment ça va? Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes conseiller politique à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et vous faites partie de ce qu'on a qualifié, nous ici, des nouveaux visages de la diplomatie française en Afrique. Vous êtes le plus jeune, comment je dis, le plus jeune député. Non. Non, diplomate. non. Diplomate. Voilà. Il y a un D là, ça passait dans c'est ma autre tête. chose. Pas Voilà. encore. Voilà. Pas encore. Pas encore. C'est peut-être une prophétie. Vous reviendrez ici pour adorer. Vous faites partie des plus jeunes diplomates. Qu'est-ce qui d'ailleurs vous pousse à la diplomatie? Bah, moi, ça correspondait à tout ce que j'aimais et ce que je voulais faire. J'avais envie de servir mon pays, parce que quand on est diplomate, on représente son pays. Donc moi, je représente la France ici en Côte d'Ivoire. Mais j'avais aussi envie de valoriser ma double culture, parce que je suis à moitié africain. Ma mère vient du Burundi. Et donc, travailler pour la France dans un pays africain, ça me permet de valoriser cette double culture et puis de découvrir d'autres cultures, parce que quand on est diplomate, on voyage tous les 3 ans. Donc c'est la chance de découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, apprendre de nouvelles langues. Moi, par exemple, en plus du français, je parle l'anglais, le portugais et le swahili. Donc c'est autant de possibilités de découvrir des films. Pas de livres. Baoulé ni Djoula pour le moment. Pas encore, j'y travaille. Et le Déjà, Nushi, Nushi, on commence. on commence. On ira après, c'est que le début de l'émission. Non, ce qu'on veut dire en plus, c'est que c'est vrai qu'avant, quand on nous présentait un diplomate, c'était quelqu'un d'un certain âge, d'une certaine expérience, mais rarement on nous avait vu un si jeune diplomate. Quand vous êtes à côté de vos pères, et là j'utilise le mot avec plusieurs orthographes, à côté de vos pères, comment ils vous regardent? Avec respect, évidemment. Je pense que de toute manière, c'est aussi les diversités de profils qui font que le métier est enrichissant. En plus, j'ai compris qu'ici, en Côte d'Ivoire, on pouvait être jeune jusqu'à assez longtemps. J'ai vu le président Ouattara, quand il a rencontré le président Gbagbo, qui a parlé de son jeune frère. Donc, je pense que j'ai encore un peu de marge en termes de jeunesse. Mais du coup, non, c'est aussi la chance de pouvoir échanger des personnes qui ont plus d'expérience et profiter de ça. Tout à l'heure dans la présentation, j'ai cru entendre conseiller politique. C'est quoi un conseiller politique pour une représentante diplomatique comme la France en Côte d'Ivoire? C'est quoi son rôle? Mon rôle au quotidien, c'est de rencontrer toutes les forces politiques en Côte d'Ivoire, donc tous les partis politiques, pas seulement le parti au pouvoir d'ailleurs, mais aussi le PDCI, le PPACI, pour comprendre leurs enjeux, leurs revendications, mais aussi élargir à la sphère, parce que tout peut être politique potentiellement, donc c'est aussi rencontrer des artistes, la société civile, les autres ambassades, pour comprendre les dynamiques du pays et pour que la France puisse travailler au mieux aux côtés de la Côte d'Ivoire en comprenant tous les attentes du pays. Et aujourd'hui, après avoir fait ça, je suppose, parce que vous êtes là, ça fait quelques années. Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Après 2 ans et demi, qu'est-ce que vous pouvez retenir aujourd'hui après avoir fait ce tour? Je suis La classe politique déjà? C'est ça, on est Forme la de classe dynamique, politique déjà. est-ce qu'elle existe? Oui, je suis assez impressionné de la capacité de toutes les parties prenantes à dialoguer, à pardonner, malgré les épisodes les plus difficiles de l'histoire. Moi, je suis arrivé juste avant les élections présidentielles de 2020. C'était une période un peu... Tout le monde regardait, tout le monde regardait le pays. Et je vois, 1 an et demi après, 2 ans, la capacité à toutes les forces politiques de dialoguer, de parler. Je suis assez impressionné par cette capacité d'échange qu'on ne retrouve pas forcément dans tous les pays.
Puisqu'on parlait de diplomatie, on parlait de langage diplomatique et tout à l'heure. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression que ce langage diplomatique, là, il a changé? Celui qu'on utilisait il y a quelques années, aujourd'hui, est-ce que la France utilise un langage différent? Oui, complètement. Je pense que l'objectif, c'est aussi de dépoussiérer la diplomatie. Il y a souvent eu le visage de la diplomatie. On imagine des vieilles personnes dans des salons dorés à manger des Ferrero Rocher. Aujourd'hui, c'est plus ça la C'est le diplomatie. diplomate qui convoque des Exactement. Mais aujourd'hui, pour comprendre un pays, il faut pouvoir aller rencontrer les gens, il faut pouvoir aller, quand on est en Côte d'Ivoire, à Bobo, à Yopougon, rencontrer des artistes, exactement, de tous les talents de la Côte d'Ivoire. Et il y en a beaucoup ici. Enfin, si on parle d'Abobo, on pense à Clen Telex. Quand on regarde quand on regarde la musique, on pense à Yodé et Siro. Et c'est ça aussi la diplomatie, c'est pouvoir parler à ces gens-là, comprendre le pays et pas seulement rester dans ces salons et parler. Et en parlant de langage diplomatique, que pensez-vous en fait de la sortie du président de la CEDEAO sur l'affaire en Tunisie? Je pense que aussi dans la nouvelle approche, c'est en tant que France de ne pas systématiquement commenter la situation de tel ou tel pays, dire ça c'est bien, distribuer les bons points. Mais à titre personnel. Moi, je pense que le principal, c'est la tolérance vis-à-vis des populations concernées et qu'ils puissent avoir un respect. Moi, je suis moi-même issu de cet échange culturel, comme je vous le disais, donc ça me paraît important que tout le monde puisse vivre convenablement. Et j'ai vu pour le cas des Ivoiriens, ma précaution première, c'était que ces personnes puissent être en sécurité et s'ils souhaitaient revenir en Côte d'Ivoire, qu'ils puissent revenir sains et saufs. Vous parliez de Yodé Siro tout à l'heure. Vous êtes conseiller politique à l'ambassade de France au Côte d'Ivoire et non au Congo. Mais récemment, on a vu le président français Emmanuel Macron en train de prendre une bière, on va dire, avec Fally Ipupa, qui est également chanteur à l'instar de Yodé Siro. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? D'ailleurs, il garde un triste souvenir de ce passage. C'est tant mieux, moi je trouve ça super. C'est bien de pouvoir parler à tout le monde. Encore une fois, dépoussiérer la diplomatie, c'est pas que s'adresser aux chefs d'État, c'est valoriser tous les talents qui peuvent exister dans les pays partenaires. Fally Ipupa, c'est quand même un talent mondial. Au point de boire des bières dans un maquis de... Mais je vois pas de problème parce que justement ça permet d'échanger. Enfin, un président, c'est pas celui qui fait des discours devant tout le monde qu'on écoute seulement, c'est aussi pouvoir être au contact direct. Il peut être critiqué si on n'est pas d'accord avec notre approche. C'est vraiment avoir un dialogue franc, décontracté et ça dépend du cadre. Évidemment, si on est dans une instance officielle, on ne va pas interpeller le président, lui taper dans le dos. C'est une question de respect. Mais dans d'autres formats, ça peut être tout à fait convivial. Pour revenir à la carrière, pardon Isabelle, pour revenir à la carrière, on est en train de terminer, parce qu'on a parlé de politique, c'est vraiment revenir à la carrière. C'est d'ailleurs ce qui justifie votre présence sur notre plateau, c'est d'évoquer ce côté très jeune de la diplomatie désormais. Est-ce qu'on a le temps, vous parlez tout à l'heure du volet très itinérant de la fonction, chaque 3 ans, voyager à travers des pays. Est-ce que vous avez le temps de constituer une famille? Pas encore, pas encore. Mais bon, c'est aussi, c'est sûr, c'est la difficulté liée au métier. Donc forcément, on découvre un pays. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis en Côte d'Ivoire. On s'attache et après on est obligé de... Exactement, donc c'est difficile. Maintenant, je pense que notre génération fait qu'on est capable de voyager, de retrouver des connaissances qu'on a connues dans d'autres pays. Donc c'est ça aussi qui fait la richesse de ce métier-là, de pouvoir recroiser d'anciennes connaissances dans d'autres destinations. Donc c'est aussi super enrichissant. On parle de carrière, qui dit carrière dit présent, mais aussi futur. Est-ce que vous avez des ambitions, je ne vais pas dire présidentielles, mais en tout cas, maintenant que vous êtes imprégné dans la politique, je pense que vous souhaitez y rester, si je me stoppe si je vous penser me à trompe. quelqu'un qui est jeune, qui fait de la politique, qui est resté jeune. C'est trop pour vous, ce serait quoi le Saint Graal? Normalement, quand on est diplomate, la carrière logique, c'est qu'à la fin d'une carrière, on devient ambassadeur. Donc on est nommé par le président de la République pour être le représentant du chef de l'État dans un pays étranger. Donc, mais pour faire ça, il y a plein d'étapes pour bien maîtriser le métier. Donc là, moi, mon premier poste à l'étranger, c'est comme conseiller politique en Côte d'Ivoire. Mais après, je pourrais très bien être... c'est votre premier poste ici? À l'étranger, oui. À l'étranger, pardon. Exactement. Mais je pourrais être... Vous êtes diplomate depuis combien d'années? Ça fait 5 ans maintenant. 5 ans, ok. Et avant, j'étais à Paris et je suivais pour la France, mais depuis Paris, la République démocratique du Congo, justement. Donc on est amené à changer de sujet. Après, je pourrais être, par exemple, conseiller presse au Sénégal et de fil en aiguille. Si je sais pas Ce que Kevin n'a pas dit directement, c'est est-ce que vous envisagez l'Élysée un jour? Non, merci, ça va. Bon, c'était la bonne question. Même pas le palais Bourbon, non? Bon, on peut en discuter. Voilà, on parlait de culture, on parlait de contact avec les populations. Vous avez évoqué Yodé Siro, Clen Telex, que j'adore. La bouffe ivoirienne déjà? Oui, Ça va. évidemment.
Mais bon, moi, je préconise de rester sur les basiques. Un bon poulet braisé, une boule d'attiéké, c'est les basiques. Il vaut mieux rester là-dessus. Bon, après, Isabelle a un tableau, elle m'a invité à manger chez elle, elle fait de la loco, Bon, elle ouais. fait... Tout ce que tu veux. Voilà, la sauce gombo. Quelle sauce? À l'occasion, Ça dépend quelle sauce. Jumblé. Bon, ok. Après la prononciation, il ne faut pas faire attention. Le goût n'a rien à voir avec la prononciation. C'est vrai. Et surtout quand c'est fait par Isabelle. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été en Merci à notre vous. compagnie. On aura d'autres occasions de vous avoir sur notre plateau. Et là, on évoquera peut-être des questions plus techniques. Mais là, déjà, il était important qu'on partage ce parcours-là qu'on trouve assez intéressant, inspirant avec nos téléspectateurs. Bon, on va au JT. On se retrouve juste derrière. André Bois. Est-ce qu'on a le temps de faire du c'est la loi, non, je regardais. Est-ce que la loi... Bon, allez, on va tout de suite au JT et André Bois reçoit dans 100 langues de bois Pulchéri Balé, ça promet. Bonsoir à tous, bienvenue pour cet autre numéro de 100 langues de bois. Je suis très heureux d'être avec vous. 100 langues de bois aux couleurs justement de l'événement. Vous le savez, durant tout le mois de mars, on parle de la femme, on parle des droits de la femme, comment ces questions-là ont évolué dans la société ivoirienne. Et pour en parler aujourd'hui, je ramène, j'allais dire, une Amazone des droits tout court des citoyens. Elle, c'est Pulchéri Balé, présidente de l'organisation Alternative Citoyenne Ivoirienne. Elle est avec nous. Aujourd'hui, on a intitulé cette émission pour faire un peu choc. Pulchéri Balé, femme politique ou actrice de la société civile, compte tenu de son engagement dans la société ivoirienne. Bonsoir Pulchéri Balé. Bonsoir André, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors Pulchéri Balé, décidément, vous êtes très têtu, permettez-moi l'expression. Le président Gbagbo vous a donné un conseil. Et c'est un conseil que vous avez dû entendre. S'il l'a dit comme ça, c'est que quelque part, votre attitude dans l'espace public laisse interrogateur, Pulchéri Balé. Il vous a dit, ma fille, sachez où mettre les pieds. Pourquoi il peut dire ça à une combattante, on va dire, de la société civile? C'est que vous avez une attitude qui est un peu problématique. Pas forcément. Mais pourquoi, selon vous? Ben, là, c'est lui qui peut répondre, mais d'une façon générale, Ouais. c'est évident qu'on ne peut pas mettre les pieds partout. Oui. On ne peut pas mettre les pieds partout. Oui, c'est clair. L'affaire récemment, qui vous a ramené encore dans l'espace public, c'est une affaire, on ne va pas l'évoquer dans son contenu, mais est-ce que ça, on revient encore là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas un domaine réservé à la société civile et un autre à la politique tout court, Pulchéri Balé? En réalité, il y a un manque d'informations sur le rôle de la société civile. Dans notre société, il n'y a rien qui ne soit politique. Tout est politique. C'est pour cela qu'on parle de volonté politique en ce qui concerne même le développement. Donc, il n'y a pas de chasse gardée pour quel acteur que ce soit. Nous travaillons tous sur la même matière, c'est la société ivoirienne, c'est les intérêts des Ivoiriens, qu'on soit purement politique ou acteur de la société civile. C'est un peu politiquement correct ce que vous dites, parce que forcément, il doit y avoir des matières sur lesquelles vous n'agissez pas comme les autres. Pas du tout. Parce que, prenez la diplomatie, on ne va pas rentrer dans le cœur, mais je veux dire, quand on a des questions à la fois diplomatiques ou militaires, vous, en tant que société civile, votre action ne peut pas être pareille que celle d'un ministre de la République. Non, c'est sûr que ça ne peut pas être pareil. Mais avant de répondre même à cette question, je voudrais préciser que la différence entre nous et les politiques, c'est qu'eux, ils cherchent à gouverner. Ils ont des partis politiques, ils vont à la conquête du pouvoir. Nous, en tant que société civile, nous recherchons la bonne gouvernance. Mais nous préservons aussi les intérêts du peuple. Donc, partout où les intérêts du peuple sont engagés, nous avons le droit de non seulement donner notre opinion, mais nous avons le droit aussi de mener des actions qui pourraient permettre que ces situations se résolvent. Très bien. Voilà. Vous pouvez mener des actions, mais ces actions ont des limites. Là, en l'occurrence, c'est un problème militaire, un problème entre deux pays diplomatiques. Quelque part, vous n'aviez pas à y être. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait dire à certains observateurs comme nous autres que vous êtes un peu têtu? Revenons sur l'expression. Bon, au point peut-être que, après je vous demanderai si vous cachez votre jeu, est-ce que vous n'êtes pas un peu obtus sur un certain nombre de choses? En fait, ce qu'on va dire d'abord, c'est de préciser que je suis sous contrôle judiciaire. D'accord, c'est pour ça qu'on va pas donc l'évoquer. j'ai interdiction de parler même de cette affaire. Très bien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand il y a une situation qui se présente, normalement,
les autorités doivent réagir comme il se doit. Et il y a des situations qui sont quand même urgentes. Maintenant, nous, en tant que société civile, il est de notre droit d'aller à l'information. Quelle que soit la situation, aller à l'information. Mais votre devoir et ce que aussi, moi je fais, c'est d'aller à l'information et de faire des propositions. Le droit d'aller à l'information, mais aussi le devoir de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Attention. Mais il n'y a pas eu d'huile sur le feu. J'ai proposé qu'il y ait une négociation. Parce que, bon, malheureusement, je ne peux pas entrer dans les détails, mais j'ai proposé qu'il y ait des négociations dès le départ. Et ce n'est pas ce qui a été fait, justement, dès le départ. Ça a été fait ensuite, alors qu'on aurait pu le faire plus tôt. Et donc, c'est de notre devoir et de notre droit de faire des propositions quand il y a une situation compliquée. Sauf que, quand vous dites « j'ai fait des propositions, les choses n'ont pas marché très vite », je pense que pour rester dans votre rôle, c'est un rôle de plaidoyer, ce n'est pas un rôle d'action. Et c'est là où on va évoluer dans notre... Si ce n'était pas un rôle d'action, on ne parlerait pas d'acteurs de la société civile. C'est vrai que c'est un rôle d'action. C'est une expression, je pense, Pulchéry. Non, mais on ne se limite pas au plaidoyer. La société civile va sur le terrain. Pourquoi on ne se plaint pas quand la société civile va auprès de certaines populations pour changer leurs conditions de vie? Tout ça, c'est des actions. Mais les actions ne se limitent pas au social. On peut aussi mener des actions dans le politique. Il n'y a même pas de problème. On peut mener des actions dans le politique, comme vous dites, mais vous, dans votre cas, on vous accuse de cacher un peu votre jeu. Au fond, certains disent qu'elle fait de la politique, mais la preuve, Pulchéry, quand vous sortez de prison, Sémian, il était assis ici. Il gère une société, une des défenses des droits de l'homme. Il était assis ici, Boga Sako Gervais, Dr Boga. Ils ont défendu votre cas. Mais les premiers que vous êtes allés saluer, ce sont les politiques. Et là, c'est là que se trouvent vos amis, les politiques, finalement. Non, j'ai des amis partout. Sémia était en mission quand je suis sortie, vous pouvez lui demander. Je suis allée rencontrer ces politiques par devoir de reconnaissance. Mais eux, là, vos amis qui étaient ici sur ce même fauteuil, qui ont chanté que Pulchéry soit libéré, vous les avez pas cités. Je n'ai pas fini de rencontrer tout le monde. Mais pourquoi? Mais c'est bien particulièrement, je l'ai cité dans mon discours lors de ma conférence de presse, parce que justement, c'est l'organisation de la société civile qui a été constante dans la défense, dans ma défense, dans la demande de ma libération. Lui, il a été constant. Et les mais autres... sinon, ce n'est pas un crime d'avoir des amis partout. Hein. Non, mais c'est normal même. Vous savez, Pulchéry, le mélange de genres, ça peut justement provoquer ce à quoi on assiste en ce moment. Oui, mais ceux qui pensent cela... manque d'informations, manque même d'instruction. Voilà. Nous ne sommes pas en compétition avec les politiques, ce ne sont pas nos adversaires, ce ne sont pas nos ennemis. Voilà. Je peux rencontrer un politique sur une question d'intérêt national parce que cette question nous intéresse et qu'on voudrait mettre nos idées ensemble pour voir comment on contribue à la résolution de ce problème. Donc, il n'y a aucun problème à parler avec les politiques, à rencontrer les politiques, il n'y a aucun problème à cela. Justement, s'il n'y a aucun problème, quand, par exemple, vous posez des actions de nature, j'allais dire, à plébisciter certains politiques que d'autres, parce que je veux dire, quand vous sortez... plébisciter qui, par exemple? Je veux dire, quand vous sortez de prison, je veux dire... Qu'est-ce que Laurent Gbagbo aurait fait de mieux qu'Alassane Ouattara, par exemple? Ouh là là, ça c'est une bonne question. Absolument. Oui, bien sûr. Vous savez, je dis merci à ceux qui luttent pour que je sorte. Et ça, c'est tout à fait logique. Sauf que, vous n'oubliez pas, et vous le dites, vous êtes une combattante aussi de la justice. Je veux dire que quand la justice travaille, ce n'est pas une question d'Alassane Ouattara. Je veux dire, en quoi mais quand la justice n'est pas juste, c'est une question d'Alassane Ouattara. Très bien. Donc, voyez-vous, on rentre justement là où c'est là où on va s'opposer. On rentre justement dans un système qui, chaque fois, va vous positionner comme étant contre le pouvoir, parce que vous considérez que tout ce qui est fait, même quand c'est fait par l'État, c'est forcément une action politique. Non, pas du tout. Ça que donc ça pose problème. Pas du tout. Il y a eu des fois où j'ai félicité les actions de l'État. J'ai déjà félicité la ministre Mariatou par rapport à certaines initiatives, le ministre de la Santé. Récemment même, je félicitais aussi le ministre de la Construction parce qu'on a constaté que les cautions commencent à être raisonnables. Donc, quand c'est bon, on dit que c'est bon. Mais quand ce n'est pas bon, il faut qu'on accepte aussi que non seulement on dise que ce n'est pas bon, mais qu'on fasse des propositions. Voilà. Nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des observateurs de la vie publique, de la vie politique. Et quand on observe des choses, nous avons le droit de partager ce que nous pensons et ce que nous souhaiterions. Voilà, maintenant, on n'est pas obligé de suivre ce que nous on dit. C'est au pouvoir public après de voir ce qu'ils veulent bien prendre en compte. Voilà, mais il ne faut pas plébisciter pour plébisciter. Très bien, et toujours, parce que c'est là qu'on dit, vous allez un peu plus loin, parfois même vous flirtez avec justement le dépassement de la loi. Parce que c'est ça, Pulchéry.
quand les hommes politiques doivent contester la Constitution et que c'est Pulchérik Ballé qui va aller un peu plus loin, quand tous les hommes politiques constatent que nos militaires sont arrêtés et que forcément il faut réagir, c'est Pulchérik qui va aller un peu plus loin, vouloir aller dans un pays avec qui on n'est pas pour le moment bon. C'est ça qui... Est-ce que vous n'êtes pas toujours au-delà un tout petit peu de la limite, bien que vous deviez agir? Oui, mais en fait, ça dépend de comment chacun voit les choses. Ouais. Nous sommes censés être dans une démocratie. Oui. Mais parce que nous ne sommes pas dans une démocratie, il y a des violations qu'on constate. Maintenant, si les hommes politiques n'ont pas envie d'en parler, c'est leur problème. Mais moi, en tant que société civile, il est de mon droit de me prononcer sur la vie publique. Très bien. Donc, si les politiques ne s'en plaignent pas, ça les regarde. Mais moi, il est de mon droit de dire je ne suis pas d'accord. Et il y a des instruments de lutte, il y a des moyens de lutte. Nous avons le droit de faire des plaidoyers, comme vous en parlez. Nous avons aussi le droit de manifester. Et quand le dialogue n'est pas constructif, quand il n'existe même pas, alors on manifeste. Très bien, mais je dis tout ça, c'est la Constitution vous le permet. Personne n'en disconvient parce que vous dites on a le droit, effectivement, on a le droit. Ouais. Mais il est bon aussi qu'à un certain moment, vous sachiez votre limite parce que tout le monde a une limite dans une république. Oui, mais je n'ai jamais dépassé mes limites. C'est ça que vous dites. Je n'ai jamais dépassé mes limites. Parce que regardez. Ceux qui jugent, ceux qui pensent que je dépasse mes limites, c'est ceux qui ignorent mon rôle. Ceux qui ignorent. Et même il y a des acteurs de la société civile qui ignorent leur rôle. Oui. Moi, je suis là pour leur dire, en fait, voilà jusqu'où on peut aller. En fait, il n'y a que Pulchérik Ballé. Il n'y a pas que Pulchérik Ballé. Qui maîtrise et qui sait comment la société civile doit se comporter. Mais peut-être, une chose est sûre, elle l'assume. Oui. Elle assume et elle ne dépasse pas ses limites. Vous ne dépassez pas les limites. Non, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie qu'on estime que j'ai dépassé mes limites. On va terminer justement sur cette question politique, parce qu'on reviendra un peu sur la célébration de la journée de la femme, parce que c'est ça aussi, pour dire qu'aujourd'hui, est-ce que finalement, on va aller très doucement là-dessus. D'accord. Le fait d'être comme ça, un coup en félicitations des opposants, un coup un peu en félicitations des pouvoirs, un coup en contradiction, est-ce que finalement, je reviens là-dessus, ça ne fait pas que ceux qui doivent lutter avec vous, je ne sais pas combien de militants vous avez dans votre groupe, est-ce que votre action n'est pas finalement une action un peu solitaire, un peu seule comme ça, que vous allez j'allais dire, pour vous battre finalement? Non, mon action n'est pas solitaire. Ouais. Sinon, parce que je n'ai pas vu quand même beaucoup de militants, oui, puisque vous dites on doit marcher. Personne ne marche parce que aller en prison, personne ne se mobilise. Quand les gens marchent, vous avez vu que récemment, rien que pour avoir accompagné Damana Picasse répondre à une convocation, sans l'empêcher de répondre à cette convocation, sans troubler l'ordre public. Attention, là, Pulchérik Ballé, vous êtes en train de dépasser la limite. Parce que vous êtes en train de juste me faire comprendre, et à nos concitoyens, que quand quelqu'un est convoqué, on peut faire un rassemblement pour aller à la justice. Pourquoi? Il n'y a pas eu de rassemblement. Justement, ça c'est une interprétation. J'étais juste en train de dire... Justement, parce que vous étiez J'étais juste en train de dire... Je voulais prouver que, en fait, les gens ne se lèvent pas comme moi je me lève, parce qu'ils ont peur d'être emprisonnés. Il suffit de se lever. Il suffit de dire ce qu'on pense et on est en prison. Non, Pulchérik, la preuve, vous étiez d'accord avec ceux qui allaient accompagner Damana Picasse. Mais oui, bien sûr. On doit pouvoir accompagner... Pourquoi on ne peut pas accompagner quelqu'un? Parce que dans une république, un rassemblement répond à la loi. Rassemblement. Mais bien sûr. Non, moi je ne le dis pas que c'est un rassemblement, mais le juge qui est quand même administratif, qui est l'État, comment lui, il peut considérer... Bon, ça veut dire que 2000 personnes ou 3000 personnes peuvent aller accompagner... Mais il n'y a pas eu 3000 personnes, il n'y a pas eu, d'accord, mais c'est pour ça qu'il y a des règles. Mais non. Mais quand les gens accompagnent et qu'ils ne troublent rien, mais comment il n'y a pas de raison... présumer qu'ils ne troublent pas alors qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation de se rassembler? C'était pas un rassemblement, justement. Mais comment vous dites que ce n'est pas un rassemblement? Accompagner quelqu'un, ce n'est pas un rassemblement. Oui. Dans les normes, il se prépare, il s'annonce. Mais ils n'ont pas fait. Mais justement, ce n'était pas un rassemblement. Mais comment l'administrateur juge que 150 personnes ou 200 ou 30 personnes... Il n'y en avait pas justement 150. Il y avait une trentaine de personnes. Vous, même une trentaine, c'est de nature à trouver l'ordre public. Est-ce que vous donnez... moi, je pense, vous allez me répondre là-dessus. Est-ce que vous ne donnez pas chaque fois l'impression que de toutes les façons, parce qu'on dit c'est la démocratie, on peut tout faire, Pulchérik? C'est la question. Non, pas du tout. Vous savez... Il y a des règles ou pas? Il y a des règles, mais ceux-mêmes qui doivent appliquer les règles ne les respectent pas. Mais par exemple, ça commence par vous aussi. Mais si. Par exemple, quand on décide de faire une marche, dans la logique, vous écrivez aux autorités.
n'est-ce pas? Et dans la logique, les autorités vous rencontrent. Elles vous demandent votre itinéraire. Si c'est un itinéraire qui ne convient pas, vous vous entendez sur quelque chose. Est-ce que vous faites des rapports? Parce que je pense qu'en fait, peut-être la position, c'est encore une question. Est-ce que votre position n'est pas trop conflictuelle? Je ne parle même pas des partis de l'opposition, je parle de la société civile. La société civile, très bien. Depuis 2018, toutes les manifestations que nous avons organisées n'ont jamais été autorisées. On vous reçoit aussi parce que vous êtes une femme battante, combattante pour justement le droit des femmes. Et vous êtes sortie là, vous avez fait une belle déclaration et puis il y a quelques éléments quand même qui ont attiré notre attention. Pourquoi vous jetez en pâture vos sœurs qui sont estampillées influenceuses? C'est quoi le problème? Le rôle de la société civile, ce n'est pas de jeter le soupçon sur ces dames. En français. Dites-moi tout. J'ai dit certaines. Dans tous les métiers, dans toutes les activités, il y a des brebis galeuses. On est d'accord. Voilà. Donc, j'ai dit certaines. Je n'ai pas dit toutes les influenceuses. Mais est-ce que il y en a qui dépassent les bornes et ça va dans les attentats à la pudeur, ça va dans la dépravation. Et ça, on a le droit de le dire. Parce que nous aussi, il est de notre rôle de veiller à ce que la moralité soit respectée. Est-ce que c'est votre rôle, pendant qu'on célèbre la femme... C'est mon rôle de tout faire. C'est votre rôle de tout faire. Oui. Mais parfois, ce rôle peut être critiquable. Et de tout aborder. Est-ce que dans un moment comme ça, où on célèbre la femme qui a acquis des droits, c'est ce moment que Pulchéry va venir nous dire que parmi ces femmes qui, malgré tout, ont ce qu'elles font, ces femmes-là sont à la fois soit des femmes qui vendent leur charme ou des choses... C'est ça le moment que vous choisissez. Je n'ai pas dit ça. Enfin, je veux dire, c'est le moment que vous choisissez. Dites exactement ce... Oui, c'est un moment de bilan. Oui. C'est un moment de bilan par rapport aux droits des femmes. Et dans le bilan, on relève ce qui est négatif, on relève ce qui est positif et puis on propose des perspectives. Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné en ratifiant plusieurs conventions internationales et régionales. Ceux qui ratifient, c'est le ministère de la Famille et de la Femme. C'est ça. Maintenant, c'est négatif parce que sur le terrain, il y a des dispositions qu'on ne voit pas. Quand parmi les influenceuses, il y a certaines qui portent atteinte à la pudeur, mais il y a des mesures vigoureuses qu'il faut prendre pour ne pas que ça se répète, parce que c'est l'image de la femme qui est souillée. Très bien. Voilà. Ça c'est votre appréciation. Il y a aussi le fait qu'on parle beaucoup, mais on fait peu. On fait peu. Voilà. Très bien. On parle beaucoup de violence basée sur le genre. Mais en Côte d'Ivoire, il n'existe aucune structure d'accueil pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Mais ça doit être votre rôle, parce que si vous êtes en train de vous palabrer, Pulchéry, avec les politiques, pour savoir au Mali, aujourd'hui, la société civile offrait des espaces. Il y a des Je ne suis pas la seule organisation de la société civile. Vous n'allez pas jeter la pierre chez les autres. La société civile travaille sur tout. Et il y a des organisations qui sont dédiées à ces questions-là. Normalement, c'est ces organisations-là qui devraient s'en charger. Maintenant, nous nous prononçons sur tout en général. On fait des propositions. Mais oui, pourquoi pas? Et pourquoi on se donnerait le mauvais rôle? Il faut agir aussi. Mais on parle d'abord. Pour agir, il faut avoir les moyens. Très bien. Nous, on n'a pas les moyens, donc on parle. Quand on aura les moyens, on agira. Il y a une question, mesdames, messieurs, sur laquelle je voudrais aussi entendre Pulchéry Balé. Oui. Récemment, parce que vous dites que vous êtes dans l'action, récemment, voici nos concitoyens de subsahariens qui se sont retrouvés en situation difficile en Tunisie. Je n'ai pas vu Pulchéry Balé dans l'avion. Ah, si, si. Comment vous choisissez vos combats et parfois, c'est des combats un peu politiques. Ah bon, là, pourquoi on ne vous a pas vu? C'est vous qui ne m'avez pas vu. Dites-moi, j'ai regardé ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Vous étiez où? Je dis, c'est vous qui ne m'avez pas vu. Dites-moi, vous étiez où, Pulchéry Balé? Quand cette affaire de Tunisie s'est déclenchée, dans le premier direct du 28 février que j'ai fait, j'ai parlé de cette situation. Très bien. Pour dire que c'est déplorable. Mais en même temps, nous, c'est les propositions qui nous intéressent. Il ne suffit pas de décrier ce qui se passe en Tunisie. Mais pourquoi les Ivoiriens sont en Tunisie? Si certains sont partis pour étudier, il y en a d'autres qui y sont allés à l'aventure. C'est ça. D'accord? Et pourquoi ces personnes-là sont parties à l'aventure? Mais parce qu'elles ne se voient pas un avenir dans leur propre pays. Non, mais vous, la société civile, vous n'avez pas interrogé les gens pour savoir pourquoi ils sont à l'aventure. Vous appuyez sur quoi? Parce que moi, j'entends ça souvent. On discute avec la jeunesse. Mais j'entends ça souvent. On discute avec les jeunes. Et justement, dans mon direct, je l'ai dit. Oui. Parce que nous, les gens viennent à nous quand ils ont des problèmes. Oui. Voilà.
Les gens parlent, ils parlent. Les jeunes, l'argent qu'ils mettent dans l'aventure, ils auraient pu investir cela. Mais quand ils investissent, ils n'ont pas de marché. Ils font comment? Ils sont bloqués. Oui. Alors, la question, elle est fondamentale. Laquelle? Vous n'êtes pas quand même en train de nous dire que des gens qui ont mis des millions, 2 millions, parfois 3 millions pour aller au désert, ce sont des gens que vous écoutez par rapport à des frères qui ont investi 200 000, 300 000 ici et qui continuent de travailler tous les jours. Mais à un moment, il faut que votre avis reflète quand même un peu de bon sens. Parce que quand même, vous n'allez pas en vouloir à la communauté nationale quand des gens prennent des millions pour aller dans le désert. Je ne sais pas que j'en veux à la communauté nationale. Oui. Il faut se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Si la politique d'emploi était bonne, les jeunes ne s'en iraient pas. Très bien. Donc, vous trouvez que, justement, sur le tableau, est-ce que c'est là aussi encore le positionnement, que le tableau, il est plus noir que blanc, ou il est plus gris? Il n'est même pas gris. Est-ce que nous vivons dans le même pays? C'est une question essentielle. Oui, on vit dans le même pays. Mais dites-moi pourquoi la lecture de beaucoup de nos confrères, je constate qu'on ne suit pas les mêmes choses et on n'a pas forcément le même regard. Sinon, nous sommes tous dans le même pays. Et vous pensez... Nous, on est du peuple et dans le peuple. On sait ce qu'on voit, on sait ce qu'on entend et on a vraiment mal pour les Ivoiriens. La cherté de la vie concerne tous les secteurs d'activité. Il n'y en a même pas un seul qui est épargné. Très bien. Mais on ne prend pas des mesures pour prendre des mesures. Quand on prend des mesures, en tant qu'État, on doit se donner les moyens de les faire appliquer. Ce n'est pas le cas. Donc, avec qui on joue? Mais, Pulchéri Balé, quand même, on l'a dit tout à l'heure, l'État prend des mesures. Vous êtes la société, si vous avez un mandat même constitutionnel, vous avez aussi votre rôle à jouer. C'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout remettre à l'État et notamment à ceux qui visent... Non, mais il y a un minimum. Je viens là-dessus. Il y a un minimum qui revient à l'État. On est d'accord, c'est le sens de votre critique. Sinon, la société civile existe pour appuyer les actions de l'État, pour accompagner même l'État. Quand l'État écoute, évidemment. Peut-on considérer qu'une part, vous ne faites pas suffisamment bien votre boulot, et d'autre part, Pulchéri Balé, peut-être on va terminer avec ça. Diantre, pourquoi vous n'êtes pas candidate à une élection pour faire changer les choses? Parce que finalement, c'est à ça que je vais arriver. Parce que tel que vous parlez... Non, mais parce que sur la question de l'action, vous ne pensez pas que la meilleure action, c'est d'être candidat? C'est d'être finalement dedans? Parce que vous dites que le plaidoyer, ce n'est pas trop votre affaire. Non, non, non. On parle à quelqu'un qui écoute. Très bien. Voilà. Mais déjà, sinon, si vous considérez que vos interlocuteurs sont fous, vous bloquez le dialogue, pas du tout. La méthode, finalement, pose problème. Pas du tout. Très bien. Chaque fois que nous avons écrit, nous n'avons pas de réponse. Dans les règles administratives, quand quelqu'un vous envoie un courrier, dans les 2 semaines qui suivent, vous devez lui répondre. Ici, rares sont les personnes de l'administration qui répondent à nos courriers. Donc, cela nous oblige à aller sur les réseaux sociaux pour dire, nous, on a mené telle démarche, on n'a pas eu de suite. Mais si quelqu'un ne t'écoute pas, tu vas dans l'action. C'est une question essentielle pour terminer vraiment cet entretien. Est-ce qu'il y a un problème, Pulchéri Balé, dans la gestion des affaires de l'État en Côte d'Ivoire? Ça, c'est l'État qui peut vous répondre. Oui, parce que ce que moi, je peux vous dire, c'est qu'il y a un problème dans la gestion de l'État. Comme partout. Nous sommes censés, comme partout, mais ici encore plus qu'ailleurs, nous sommes censés être dans une république. Dans une république, il y a des critères qui démontrent qu'on est réellement en démocratie. Ce n'est pas dans la bouche qu'on le dit. Voilà. Il y a la séparation des pouvoirs, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Il y a... faut pas exagérer. Parce que, vous savez, moi, j'ai entendu le mec, quelqu'un de la CGT en France, il a dit la même chose. Hein. Il a dit, oh, il n'y a pas la démocratie en France. C'est chacun qui connaît son pays. Donc, je veux vous dire... J'ai dit, même mon emprisonnement le prouve. Il y a le respect des libertés. Très bien. Ça n'existe pas dans notre pays. Pulchéri Balé, je voulais vraiment vous remercier. C'est une, je vous avais annoncé, une Amazone de la cause Côte d'Ivoire, parce que c'est ça le sens de cette émission ici, en Côte d'Ivoire. Cette plateforme sert à ce que l'ensemble des personnalités, l'ensemble des acteurs, elle a utilisé le mot, qui veulent parler de la Côte d'Ivoire. Le font-ils bien? Le font-ils mal? Nous ne sommes pas les juges. Nous vous offrons juste la lucarne pour les entendre. Et aujourd'hui, vous avez entendu Pulchéri Balé, qui a parlé pour la Côte d'Ivoire, dit-elle. D'autres pensent le contraire. Ils seront là la semaine prochaine dans un sans langue de bois aussi mouvementé. Je vous remercie et à très bientôt.